Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire sur les campagnes anti-genre organisé par la Fédération laïque de centres de planning familial. Je suis Céline Tixier-Thomas, chargée de mission à la FLCPF et je serai accompagnée de mes collègues Coraline Pissens et Thomas Pierrard pour la technique et le bon déroulement du webinaire. On est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui et on vous remercie déjà pour votre présence et votre participation sur un temps de midi, qui plus est un jour de grève. On attend environ 200 personnes aujourd'hui et on est vraiment très très contente de l'intérêt suscité par le sujet et par ce webinaire de rencontre avec Eric Fassin. Avant de se lancer, quelques petites précisions techniques. Donc c'est un format webinaire, les caméras et les micros de tous les participants et participantes sont coupés, le chat est aussi désactivé. Pour poser des questions, il faut utiliser la fonction questions et réponses. C'est le bouton en bas de votre écran Q et R. Donc, vous pouvez poser des questions tout au long du webinaire. On aura 30 minutes à la fin de la séance pour essayer de répondre à un maximum de questions. On ne pourra sûrement pas répondre à tout, mais en tout cas, n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité-là. Avant de lancer dans le vif du sujet, on va vous demander de répondre à un bref sondage qui nous permettra de savoir qui est avec nous aujourd'hui, donc dans quel secteur travaillez-vous et dans quelle région habitez-vous? Je laisse mes collègues lancer le sondage. Je vois qu'on a quasiment autant de Bruxellois que de Wallons et Wallonnes, assez incroyable. Il y a beaucoup de personnes du secteur du planning, mais aussi de l'éducation permanente, des administrations, des politiques avec nous, de la promotion de la santé. En tout cas, on est vraiment ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à David Leclerc, directeur de la Fédération laïque de centres de planning familial. À toi, David. Merci Céline, et rassurez-vous, je ne serai pas long avant de nous laisser rentrer dans le vif du sujet. On m'a donné 3 minutes pour d'abord vous souhaiter tout à fait officiellement et encore une fois bienvenue au nom de la Fédération laïque et vous remercier d'être présent en nombre. Ensuite, juste vous donner quelques éléments de contexte qui nous amènent à l'organisation de ce séminaire aujourd'hui. Vous vous souvenez, c'est à l'annonce de l'accord de coopération Evras en 2023 et la polémique qui s'ensuit que nous prenons conscience des répercussions concrètes sur le travail des acteurs et actrices de terrain, et en particulier celui des centres de planning familial. À ce moment, certains chercheurs et chercheuses nous alertent en nous disant que cette panique morale est directement liée à une montée en puissance des campagnes anti-genre, qui s'attaquent à l'EVRAS évidemment, mais aussi plus largement à l'égalité de genre, aux droits sexuels et reproductifs. Ces mouvements ciblent notamment les droits des personnes LGBTQI+, mais aussi celui des femmes, dont le droit à l'IVG, qui fait l'objet d'un marchandage politique chez nous depuis plusieurs années, vous le savez. En tant que fédération, il nous apparaît alors comme essentiel de renforcer notre stratégie et notre soutien aux travailleuses des centres affiliés. Dans le contexte politique actuel, il n'est pas exclu que les attaques contre l'égalité de genre et les droits sexuels et reproductifs continuent de s'intensifier. Il est donc plus que jamais nécessaire de s'organiser et de rassembler pour préserver ces droits durement acquis. En 2024, nous avons amorcé cette démarche par l'organisation d'une table ronde sur les mouvements anti-Evras lors du Salon Evras qu'on organise tous les 2 ans, ainsi que par la réalisation d'une étude sur les campagnes anti-genre avec Hugo Laquiès, doctorant à l'ULB. L'objectif de cette étude était justement de mettre en perspective les connaissances académiques avec les réalités vécues par les centres de planning familial. Cette étude sera publiée dans les prochaines semaines et sera disponible sur notre site Internet. Notre intention avec ce webinaire ici est de nous aider à mieux appréhender les dynamiques réactionnaires qui ciblent directement les droits sexuels et reproductifs et de prendre la mesure de la menace qu'elles représentent pour la démocratie. La FEDE vous proposera de poursuivre la réflexion cette année, mais aussi en 2026 avec une série de séminaires, cette fois-ci en présentiel, qui se pencheront sur les principales thématiques ciblées par les campagnes anti-genre, les droits des personnes trans, les VRAS, l'IVG, les droits des femmes. Bref, un premier moment ici dont je me réjouis de ce temps de midi pour entamer la discussion sur ces sujets avec vous, accompagné de notre orateur Eric Fassin et de notre discutante que je remercie chaleureusement. Je vous souhaite de nombreuses découvertes aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. Écoutez, merci beaucoup pour cette invitation, d'abord. Je suis très heureux d'avoir l'occasion d'échanger, pas seulement autour de mon travail, mais aussi autour de votre travail.
Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est que le travail sociologique et l'expérience d'engagement qui est la vôtre se rejoignent. Je revendique pour ma part de me définir comme sociologue engagé. Je vais essayer de répondre à la demande et de vous montrer comment justement une sociologie engagée, c'est central, je crois, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Je m'inscris en particulier dans le champ des études de genre. Les études de genre, c'est un domaine qui est issu de mouvements sociaux. C'est d'abord le féminisme et ensuite les mouvements LGBT qui vont davantage mettre l'accent sur les questions de sexualité. Donc on a un continuum entre l'engagement et le savoir. Autrement dit, l'engagement n'est pas le fait de gens qui ne savent rien, et le savoir n'est pas le fait de gens qui n'en ont rien à faire de l'engagement. Bien entendu, ce sont des métiers différents, mais nous avons un intérêt fort à croiser nos pratiques, nos expériences et nos savoirs, parce qu'il y a aussi des savoirs dans la pratique. Je vais commencer par revendiquer le fait d'utiliser des concepts. On entend beaucoup parler de Pardon, on entend beaucoup parler de théorie du genre. Il y a dans le champ des études de genre de multiples théories. Judith Butler, c'est pas la même chose que Catherine McKinnon. Et on pourrait multiplier les exemples, même lorsque ce sont des théoriciennes proches les unes des autres. John Scott, ça n'est pas Judith Butler, etc. Donc, la théorie du genre, ça n'a pas beaucoup de sens, puisque, en fait, il y a beaucoup de théories du genre. J'ajouterais, d'autre part, que ce ne sont pas seulement les personnes comme moi qui sont inscrites dans le champ des études de genre qui ont des théories sur le genre. Tout le monde a des théories sur le genre. Et en particulier, les anti-genres ont toujours des théories du genre. Je voudrais en prendre un exemple avec les slogans qui ont pu être déployés pendant la Manif pour tous en France vers 2013-2014. Qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? On entend des gens crier dans la rue, pas d'ovules dans les testicules. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, au fond, ces histoires de genre, c'est n'importe quoi, parce que ça veut nous faire croire qu'on est dans un domaine qui serait culturel ou social, alors qu'en réalité, on est dans le domaine de la biologie. Donc, en apparence, c'est l'opposition entre ceux qui seraient du côté de la nature et ceux qui seraient du côté de la culture. En réalité, c'est tout de suite démenti par d'autres slogans. Par exemple, pas touche à nos stéréotypes de genre. Si on dit qu'il ne faut surtout pas toucher aux stéréotypes de genre, eh bien ça veut dire qu'il y a des stéréotypes de genre et qu'ils sont nécessaires au maintien de l'ordre sexuel. Donc, en réalité, ce que les anti-genres disent, c'est je n'aime pas le genre féministe, mais je veux un genre conservateur ou réactionnaire. C'est ce qui est confirmé par une mise en scène qui est celle des couleurs rose et bleu. Pourquoi faudrait-il que les garçons soient en bleu et les filles en rose, comme ça a été mis en scène de manière récurrente, non seulement en France, mais aussi au Brésil, où la ministre en charge de la famille, nommée par Jair Bolsonaro en 2016, eh bien, elle a immédiatement revendiqué ça, les garçons en bleu, les filles en rose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la nature ne se suffit pas à elle-même pour maintenir l'ordre sexuel. Il est important qu'il y ait tout un travail social pour assurer que rien ne bouge. Donc, il n'y a pas un camp qui serait du côté du culturel et un camp qui serait du côté du naturel. Il n'y a pas un camp sociologique et un camp biologique. En réalité, tout le monde est bien en train de parler d'un ordre sexuel qui est un ordre politique, social. Je pars de là parce que je crois que tout cela prête à beaucoup de malentendus, en particulier quand on parle du concept de genre. Souvent, on repart de l'opposition historique entre sexe et genre. Le sexe qui serait du côté de la nature et le genre qui serait du côté de la culture.
Ça vient des années 50, non pas des féministes, mais d'un univers psychomédical avec des gens comme John Monnet et Robert Stoller. C'est vrai qu'à ce moment-là, ce que veut faire le monde médical, c'est remettre en ordre le désordre de la biologie, en particulier pour des personnes qu'aujourd'hui nous dirions intersexes ou des personnes trans, également selon le vocabulaire d'aujourd'hui. Donc il s'agissait de réduire des cas qui étaient considérés comme anormaux pour faire rentrer dans l'ordre. C'était une logique de normalisation. Ce que les féministes vont faire à partir des années 70, c'est repartir de cette distinction entre sexe et genre, conçue à l'époque comme biologie d'un côté, sociologie de l'autre, ou nature et culture. Mais ce que font les féministes à ce moment-là, c'est de dire, ce que nous voulons, c'est non pas normaliser, faire rentrer dans le rang les exceptions, mais dénaturaliser. Donc il ne s'agit pas seulement des exceptions, il s'agit de tout le monde, c'est la norme elle-même qui est montrée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pour une norme sexuelle. Donc le travail féministe ne va pas être normatif, il va être critique. Il s'agit d'interroger l'évidence qui assigne les femmes en général à certaines places et donc les hommes aussi en général à d'autres places. Donc pas simplement les exceptions à la norme, mais la norme elle-même, non pas dans un but normatif, mais au contraire dans un but critique. Cela dit, aujourd'hui, les études de genre ne reprennent pas à leur compte cette opposition entre nature et culture. Ça ne veut pas dire qu'elle ne parle plus du sexe, ça ne veut pas dire qu'elle nie la biologie, mais ça veut dire que, par exemple, lorsqu'on parle aujourd'hui des personnes trans, eh bien, on est en train de parler d'une catégorie, le sexe, qui est une catégorie d'État. C'est l'État qui assigne un sexe. C'est l'État qui assigne la possibilité du changement de sexe selon certaines conditions qui sont variables dans le temps et qui sont variables selon les pays. Autrement dit, le sexe, aujourd'hui, ça n'est pas une catégorie biologique, ou bien sûr, ça peut être un concept biologique, mais ce concept biologique, on sait qu'il est compliqué, puisque, au fond, est-ce que c'est plutôt un sexe chromosomique? Est-ce que c'est un sexe gonadique? Est-ce que c'est un sexe qui est fondé sur l'apparence des organes génitaux? On peut avoir des compréhensions différentes. Mais justement, entre ces définitions différentes qui ne se superposent pas toujours pour tous les individus, euh, eh bien, s'il n'y a pas forcément une homogénéité, ça veut dire que l'État peut décider qu'une personne, désormais, sera reconnue comme femme ou comme homme. Là, on voit quelque chose qui résonne avec notre actualité. Vous savez que le président actuel des États-Unis, Donald Trump, le jour même de son investiture, le 20 janvier, a signé des décrets qui visent à changer l'ordre sexuel en particulier, parmi beaucoup d'autres choses, en particulier en disant que pour l'État aux États-Unis aujourd'hui, eh bien, le sexe, c'est la biologie. Mais on voit tout de suite que l'État est embarrassé. Parce que ça veut dire quoi la biologie? Je viens de vous rappeler qu'il y a plusieurs définitions. Et que nous dit Donald Trump? Il nous dit que dès la conception, le sexe est déjà fixé. Bah, dès la conception, ça veut dire le sexe chromosomique. Oui, mais qu'est-ce qui se passe quand, puisque la différenciation sexuelle, elle se fait un peu plus tard, pendant la grossesse, au bout de 5, 6, 7 semaines. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fond, c'est l'État et non pas la biologie qui dicte le sexe. Il s'agit bien d'une bataille politique. Ça n'est pas l'opposition entre la nature et la culture, entre la biologie et la sociologie, c'est une bataille politique qui voit s'affronter des représentations sociales divergentes de l'ordre sexuel. Alors,
Ce que je voudrais suggérer maintenant, c'est que le concept de genre, il nous aide à penser cela. Parce que le concept de genre, tel qu'il a été défini dès 1986 par l'historienne états-unienne féministe Joan Scott, le concept de genre, ça n'est pas simplement une manière de penser le fait qu'il y a des rôles sociaux différents attribués aux hommes et aux femmes en fonction du fait que on perçoit des différences entre elles et eux. Ça n'est pas seulement ça, le genre. Ça n'est pas seulement une manière de penser l'organisation sociale des différences perçues entre les sexes. C'est aussi une manière première, une manière privilégiée de signifier les rapports de pouvoir. C'est cela que nous explique en 1986 John Scott, et je crois que l'essentiel des études de genre nous parle de cela. C'est-à-dire, non pas forcément de quelle est la place exacte des hommes et des femmes, mais quelles sont aussi toutes les manières, à travers le genre, de parler de beaucoup de choses. De parler bien sûr de la place des hommes et des femmes, de parler bien sûr de sexualité, de parler bien sûr de reproduction, mais de parler en même temps de l'ordre social en général. Parce qu'il s'agit des rapports de pouvoir. C'est en particulier ce qu'on voit avec des débats qui, en France, mais pas seulement en France, sont très importants autour du voile islamique. On voit bien qu'il ne s'agit pas seulement de genre, mais qu'il s'agit aussi de genre. On parle du voile, c'est-à-dire d'un attribut qui est censé être porté exclusivement par des femmes. Mais bien sûr, en parlant de cela, y compris lorsque on dénonce le port du voile au nom de l'égalité entre les hommes et les femmes, mais qu'est-ce qu'on dit en même temps? C'est qu'on est en train de parler d'une religion particulière, puisque on n'applique pas cette réflexion aux religieuses catholiques, mais aussi on est en train de parler d'immigration, on est en train de parler d'identité nationale, bref, on est en train de parler de beaucoup de choses à la fois. Le genre, c'est un langage, c'est une manière de signifier les rapports de pouvoir et donc de parler non seulement de l'ordre sexuel, mais aussi de l'ordre social. C'est la raison pour laquelle on parle beaucoup aujourd'hui d'intersectionnalité. L'intersectionnalité, c'est quoi? Eh bien, c'est une manière de dire qu'il y a plusieurs logiques de domination qui peuvent être à l'œuvre, parfois en même temps, parfois de manière contradictoire, parfois de manière convergente, qu'il s'agisse de genre, qu'il s'agisse de sexualité, mais aussi de race, de classe, et également, ça peut être en pensant à la question du handicap ou à la question de l'âge. Bref, plusieurs rapports de domination peuvent se croiser, encore une fois, soit pour se cumuler, soit au contraire pour se compenser au moins partiellement, etc. Mais on voit bien ici le rapport avec la définition même du genre, c'est que le genre, ça permet de parler pas simplement d'une chose, l'ordre sexuel, mais de l'ensemble des rapports de pouvoir, donc de l'ordre social. Alors, ce que je voudrais souligner, c'est que c'est ce qui permet aux études de genre d'analyser les campagnes anti-genre. Parce que les campagnes anti-genre, elles ne parlent pas seulement de l'ordre sexuel. Elles débouchent toujours, ou en tout cas de plus en plus depuis les années 2010, sur autre chose. Alors, je voudrais maintenant introduire un deuxième concept, qui est celui de démocratie sexuelle, qui est un concept que j'utilise depuis longtemps et qui me paraît utile. C'est ça un concept, c'est un outil, donc ça doit être utile, ça doit servir à appréhender des réalités. C'est une sorte de quelque chose qui nous permet de prendre en main la réalité, d'en faire quelque chose. Eh bien, la démocratie sexuelle, c'est un concept que, pour ma part, j'ai été amené à développer à l'issue des controverses très virulentes qui ont eu lieu en France à la fin des années 1990 autour du PACS, le pacte civil de solidarité, qui est une première version de reconnaissance des couples de même sexe en même temps que des couples de sexes différents en France. Ce qui m'avait beaucoup surpris à l'époque, c'était l'intensité des réactions, et en particulier de l'homophobie qui a pu s'exprimer. Bien sûr, on savait qu'il y avait de l'homophobie,
Mais on avait fini par croire que, au fond, nous étions dans une logique progressiste d'émancipation et que petit à petit, on oubliait les préjugés d'antan et que, à condition bien sûr que les homosexuels se montrent discrets, discrètes, eh bien, il n'y avait pas de problème. Or, justement, ce qu'on a vu à partir du moment où s'est posée la question non plus seulement de la tolérance, mais celle de la reconnaissance, ce qu'on a vu à ce moment-là, c'est que ça provoquait des réactions extrêmement virulentes. Par exemple, un des slogans en 1998, c'est les PD au bûcher. Cette violence inattendue dans un pays qui se croyait tolérant, eh bien, elle dit quelque chose, c'est le refus de la reconnaissance. Autrement dit, non pas le fait de reconnaître l'existence d'une communauté homosexuelle, mais de reconnaître à part égale, c'est-à-dire de considérer que, peu importe la sexualité, les droits doivent être égaux. La question qui m'intriguait, c'était qu'au fond, on aurait pu imaginer que les gens pouvaient avoir une forme d'homophobie soft, c'est-à-dire ne pas trop aimer tout ça. Mais ce qui m'intéressait, c'était le fait que les personnes se mobilisaient, c'est-à-dire que ça devenait un discours politique, ça devenait quelque chose qui avait des conséquences bien réelles dans le monde social. Ce n'était pas simplement de vagues préjugés, c'était un principe de mobilisation. Et à ce moment-là, on pouvait se dire, bah oui, c'est parce que les gens sont homophobes. Mais ça, c'est une tautologie, c'est-à-dire on explique le fait que les gens se mobilisent contre les droits des homosexuels parce qu'ils sont homophobes. Mais pourquoi les gens sont-ils homophobes? Alors on peut se dire, bah, parce que c'est la tradition. Oui, mais qu'est-ce qui fait que dans un pays qui se croyait tolérant, on ait ce retour en force de l'homophobie? Et c'est dans ce contexte-là que j'ai été amené à forger ce concept de démocratie sexuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous vivons dans des sociétés qui revendiquent de se définir elles-mêmes, c'est-à-dire de définir elles-mêmes leurs lois, leurs normes, leurs règles. Cette conception démocratique, c'est nous qui définissons le monde dans lequel nous vivons, pose bien sûr un problème qui est le nous, qui est laissé de côté, qui est écarté. Alors ça, c'est une question qui se pose depuis le XVIIIe siècle, puisque les démocraties modernes, en France, aux États-Unis, ailleurs, se sont constituées en excluant les femmes. Et donc, les femmes ont fait entendre depuis le XVIIIe siècle l'idée que le nous constituant, eh bien, il excluait la moitié de l'humanité. Mais bien sûr, il y a aussi la question de l'esclavage, il y a beaucoup de formes d'exclusion constitutives de la citoyenneté historiquement, et les démocraties, elles sont constituées précisément par cette lutte permanente pour l'élargissement du nous, c'est-à-dire pour que tout le monde soit traité à égalité. C'est ça la bataille démocratique sans fin. Par exemple, qui aurait imaginé qu'on aurait, il y a encore 50 ans, de grandes batailles autour des droits des personnes trans, ou plus récemment encore, autour des personnes intersexes? Eh bien, c'est l'extension de la logique démocratique qui continue, et en particulier qui se joue sur le terrain sexuel. Parce que, au fond, face à l'homophobie, la question que je me posais toujours, c'est les homosexuels, bien sûr, il y en a un certain nombre, mais c'est pas une majorité. Et en plus, les homosexuels qui veulent se marier, eh bien, ça n'est pas une majorité forcément non plus. Donc pourquoi se mobiliser autant et avoir l'impression, comme le disaient certains, que c'est la fin du monde? Eh bien, je crois que les gens qui se sont mobilisés avaient raison de se mobiliser, même si je ne partage pas du tout leur point de vue politique. Ils avaient raison. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qu'ils disaient, c'est ça a des conséquences, c'est important. Et nous sommes bien d'accord là-dessus. C'est-à-dire qu'au fond, les sociétés démocratiques revendiquent de se définir elles-mêmes, nous définissons le monde dans lequel nous vivons, mais est-ce qu'il y a des limites? Est-ce que tout peut être défini par nous? Ou bien est-ce qu'il y a des choses qui échappent à cette logique démocratique? C'est ça la bataille. C'est-à-dire, au fond, les conservateurs aujourd'hui, ce qu'ils disent, et en particulier c'est ce qu'a porté l'Église catholique, je veux bien que vous changiez des lois sur beaucoup de choses. Après tout, c'est aux sociétés de définir quelle sera leur politique en matière d'économie, en matière d'immigration, que sais-je encore. Mais l'ordre sexuel, vous ne pouvez pas y toucher.
C'est ça que nous dit l'Église catholique, en particulier depuis l'offensive anti-genre qui s'est développée au milieu des années 90. Il y a un domaine réservé, en quelque sorte, qui serait fixé une fois pour toutes. Alors bien sûr, il n'y a pas que l'Église catholique. Les mouvements réactionnaires, ils peuvent invoquer, dans certains cas, Dieu, dans d'autres cas, la nature, ou encore la tradition, ou enfin la science. Peu importe. Dans tous les cas, c'est invoquer un principe transcendant qui échapperait à notre décision. Alors que la démocratie sexuelle, c'est l'extension à l'ordre sexuel de la logique démocratique. Autrement dit, c'est l'idée que l'ordre sexuel aussi est défini de manière immanente, c'est-à-dire par nous, et non pas de manière transcendante, par un principe qui serait au-dessus de nous. L'ordre sexuel, il n'est pas donné une fois pour toutes. Il nous appartient, d'une part, si nous le souhaitons, de le contester, et d'autre part, de le changer. Donc il est à la fois politique et historique. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que toute contestation soit progressiste. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui avec les mouvements anti-genre? C'est que les attaques contre l'ordre sexuel nouveau, c'est-à-dire contre un ordre sexuel qui serait davantage démocratique, eh bien, elles sont portées par des gens qui disent non, non, mais je veux revenir en arrière, je veux qu'on rétablisse, par exemple, la prééminence du mariage hétérosexuel, ou bien le fait qu'on ne touche pas à la reproduction, il ne nous appartient pas de décider ce qu'il en est du fœtus. Donc on voit bien que ce sont des batailles politiques qui ont lieu aujourd'hui, et en ce sens-là, la démocratie sexuelle, eh bien, ça concerne non seulement les personnes qui vont se réclamer de valeurs démocratiques, la liberté, l'égalité, mais aussi des personnes qui vont refuser ces valeurs démocratiques, mais qui vont quand même entrer dans la danse, si je puis dire, c'est-à-dire dans la bataille politique pour définir l'ordre sexuel. En ce sens-là, on peut dire que le Vatican aura joué un rôle très important parce que, d'une part, le Vatican s'est opposé aux logiques de démocratie sexuelle, mais d'autre part, en s'engageant politiquement, y compris en mobilisant dans les rues, les catholiques auront participé à la logique de démocratie sexuelle, c'est-à-dire que l'ordre des choses n'est pas donné une fois pour toutes, qu'il y a des batailles politiques pour le définir, et que, de même que les stéréotypes de genre, ils peuvent être invoqués dans un sens ou dans l'autre, dans une logique progressiste ou dans une logique réactionnaire. De même, la démocratie sexuelle, ça concerne à la fois des positions progressistes qui se réclament de la liberté et de l'égalité, mais aussi des positions réactionnaires qui refusent cette introduction de valeurs démocratiques dans la réflexion sur l'ordre sexuel. Alors, pourquoi ce concept de démocratie sexuelle me paraît-il utile à utiliser aujourd'hui? C'est pas simplement parce qu'il parle de la démocratie sexuelle, mais parce qu'il parle de la démocratie en général. Je vous ai parlé pour l'instant du Vatican, c'est-à-dire de mobilisation religieuse. Mais vous l'aurez remarqué, j'ai bien fait attention de dire que ce n'était pas simplement invoqué comme principe transcendant Dieu, mais que ça pouvait être aussi d'autres principes tels que la nature, tels que la science, tels que la tradition. Et je voudrais maintenant essayer de distinguer différents moments, et je crois que cela peut rejoindre certaines des préoccupations qui sont les vôtres aujourd'hui. D'abord, avant les offensives anti-genre, c'est-à-dire avant les années 90, bien sûr qu'il y avait déjà des mobilisations conservatrices en matière d'ordre sexuel. Prenons l'élection de Ronald Reagan en 1980, eh bien, il est porté par une moral majority, une majorité morale, et en particulier donc par des électeurs religieux qui veulent réagir, et en particulier, bien sûr, il s'agit non seulement des années 70 en général, mais il s'agit plus particulièrement de la bataille de l'avortement. Et on voit que c'est ce qui vient d'aboutir il y a 3 ans aux États-Unis. Roe v. Wade, qui datait de 73, a été renversé presque 50 ans plus tard avec la décision Dobbs. Donc c'est une bataille
au long cours qui n'a pas commencé avec les offensives anti-genre. La nouveauté avec les offensives anti-genre, et de même, bien sûr, l'Église catholique, elle n'a pas attendu de s'en prendre aux gens pour contester, par exemple, l'ouverture des droits reproductifs. On sait que la condamnation de la contraception, ça intervient déjà dans les années 60. Donc, il y a une histoire du conservatisme sexuel qu'il ne faut pas identifier entièrement à l'histoire des campagnes anti-genre. Les campagnes anti-genre, ce que ça introduit, c'est une critique des études de genre. C'est-à-dire, il ne s'agit plus simplement de s'en prendre à des mouvements sociaux, féministes ou LGBT pour la reconnaissance de droits égaux, mais il s'agit de s'en prendre en même temps à un concept ou à une théorie, entre guillemets, ou à une idéologie, donc avec le mot genre, qui n'est pas forcément ce qui est mobilisé. Le mot genre ou le concept de genre, c'est pas forcément ce qui est mobilisé par des femmes qui demandent à avoir le droit d'avoir accès aux droits reproductifs. Donc la nouveauté, c'est d'introduire la question des études de genre. Ça correspond bien sûr à une réalité, c'est que les études de genre se sont développées. Lorsque, au milieu des années 2000, on a un ensemble de textes qui sont produits par le Vatican, premièrement, les études de genre se sont pas mal développées aux États-Unis et dans d'autres pays depuis longtemps, et même en France, qui était un des pays les plus réticents ou les plus résistants face au développement des études de genre, même en France, eh bien, on voit que 2005, c'est-à-dire le moment où est publié en français un dictionnaire des termes ambigus et controversés sur la vie, la famille, etc., produit par le Conseil pontifical qui conteste en particulier le mot genre, eh bien, c'est le moment où apparaissent des masters en études de genre en France. C'est une coïncidence, bien sûr, mais c'est significatif, c'est-à-dire que c'est face au développement des études de genre. Autrement dit, face au fait que ce ne sont pas seulement des droits, mais c'est aussi des savoirs. Et c'est en ce sens-là, bien entendu, qu'il y a de bonnes raisons pour lesquelles des sociologues peuvent parler à des gens qui sont du côté du planning familial, dans les deux sens, bien sûr. C'est pas simplement que la science va descendre jusqu'aux praticiens, ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que nous sommes dans le même monde. Et les attaques anti-genre aujourd'hui, elles vous affectent comme elles m'affectent, et comme elles affectent toutes les personnes qui sont mobilisées du côté universitaire ou mobilisées dans la société, ou les deux à la fois. Donc, ce deuxième moment, c'est, on pourrait dire, un moment réactionnaire, à proprement parler, incarné par le Vatican, mais pas seulement. Réactionnaire en ce sens que c'est en réaction contre des avancées des droits, qu'il s'agisse des droits des femmes ou qu'il s'agisse des droits des minorités sexuelles. Mais ça n'est pas tout. Qu'est-ce qu'on voit depuis les années 2010? Et ça a commencé à se jouer autour des mobilisations en France contre le mariage pour tous, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup de pays, de plus en plus de pays, et donc même la Belgique n'y échappe pas. Euh, Qu'est-ce qu'on voit dans toutes ces offensives? Eh bien, c'est qu'il ne s'agit plus seulement de genre. Il ne s'agit plus seulement de l'ordre sexuel. Alors, la première chose qu'on voit apparaître dès le début des années 2010 en France, lorsque ce ne sont plus seulement les catholiques qui se mobilisent, mais lorsque les partis conservateurs viennent les rejoindre, on voit se développer un anti-intellectualisme. L'anti-intellectualisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, en France, privilégier l'expression théorie du genre plutôt qu'idéologie du genre, c'est une manière de dire tout ça, c'est des trucs fumeux pour des intellectuels qui sont bien loin de la réalité, qui sont bien loin des vrais gens, qui sont bien loin du sens commun. Le sens commun, c'est le nom d'un collectif mobilisé contre le mariage pour tous. Donc, il s'agit d'opposer aux théories fumeuses venues de l'étranger le sens commun national. On voit déjà que cet anti-intellectualisme, ça n'est pas du tout la posture du Vatican. Le Vatican ne s'engage jamais au nom du sens commun. La théologie, c'est pas du sens commun. À bien des égards, l'Église catholique, c'est tout sauf le sens commun. Puisque, par exemple,
il s'agit d'exclure, enfin, d'un même mouvement, de revendiquer le fait que l'homme est fait pour la femme et la femme pour l'homme, oui, mais quand même pas à l'intérieur de l'Église, puisque le célibat reste la règle. Donc c'est pas du sens commun, c'est une vision théologique. Le sens commun, c'est à partir du moment où ça sort du monde religieux pour devenir un argument qu'on appelle d'abord populiste, c'est-à-dire les vrais gens, ce sont des gens qui savent quand même que les hommes sont des hommes et les femmes sont des femmes. Autrement dit, cette logique tautologique, qui se veut celle du bon sens, elle est opposée à des discours théoriques qui viendraient du monde universitaire. Ça, c'est une première mutation et on voit bien sûr aujourd'hui les effets, par exemple aux États-Unis, avec toutes les attaques contre les universités, mais ça fait des années qu'on a vu, par exemple, en Hongrie, Viktor Orban, qui a commencé par interdire les programmes d'études de genre avant de chasser l'Université centrale européenne, qui était fondée par George Soros à Budapest et qui est maintenant basée à Vienne. On voit aussi que cette bataille anti-genre au nom du sens commun, eh bien, c'est ce qui va être porté par quelqu'un comme Bolsonaro, qui va se faire connaître au Brésil avec l'accusation selon laquelle dans les écoles, on diffuserait un kit gay, c'est-à-dire qu'on enseignerait aux enfants tout petits à devenir gays. À l'époque, ce n'était pas encore devenir trans. Devenir trans intervient quelques années plus tard, c'est-à-dire en gros au tournant de 2020. Mais on voit bien déjà que c'est la même chose, c'est la panique autour des enfants. Et c'est ce qu'on retrouve bien sûr aujourd'hui autour des programmes qui s'appellent en Belgique EVRAS et en France EVARS, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Ces programmes d'éducation, eh bien, c'est quelque chose qui montre qu'il s'agit de mobiliser largement, c'est-à-dire de faire appel aux inquiétudes des parents sur leur cher bambin à tête blonde présumée, puisque très souvent, bien sûr, ce sont des mouvements qui se revendiquent eh bien, comme des mouvements nationaux, comme des mouvements blancs, même si occasionnellement, ça va être avec des alliances avec en particulier des musulmans, mais ça va être un des enjeux parce que le deuxième élément à côté de l'anti-intellectualisme, c'est que petit à petit, eh bien, c'est la question du wokisme qui va prendre une grande importance, avec des termes différents comme islamo-gauchisme, qui est plutôt français. Mais peu importe, tous ces termes, ce qu'ils nous disent, c'est je ne vous parle pas seulement de la théorie du genre, mais je vous parle de ce qu'on appelle aux États-Unis la théorie critique de la race et la polémique lancée autour de 2020 contre la Critical Race Theory, elle est significative aussi, non seulement parce qu'elle parle de la race, mais parce qu'elle reprend le mot théorie. Autrement dit, c'est l'idée qu'on sait quand même bien un certain nombre de choses sur l'ordre social, et il y a des gens à l'université qui arrivent avec leur théorie et qui prétendent changer le monde. Alors on pourrait se dire que ça, c'est les États-Unis, mais en fait, on voit que par exemple, en France, c'est ce qui s'est passé aussi. C'est ce qui s'est passé lorsque le président de la République, Emmanuel Macron, en 2020, s'en est pris aux universitaires qui cassent la République en deux. Alors il parlait surtout de ce qu'il appelait un filon pour les universitaires, qui seraient les études sur la race. Euh, je tiens à rassurer tout le monde, ça n'est pas vraiment un filon universitaire. Si on veut faire carrière, ça n'est pas le premier choix que je recommanderais à des étudiantes et étudiants. Mais en fait, en même temps, c'est s'en prendre au féminisme intersectionnel, mais c'est s'en prendre aussi à l'écriture inclusive, etc. C'est tout un ensemble d'attaques qui ne concernent plus seulement, mais qui concernent aussi l'ordre sexuel. Ça va s'ouvrir en particulier sur les questions raciales. Et c'est ce qu'on voit, bien sûr, aux États-Unis, avec le fait qu'on va avoir le même jour, le 20 janvier, un décret contre la définition, enfin contre le genre, et un autre décret contre la diversité et contre les politiques de diversité. Les attaques contre les universités aujourd'hui se jouent presque toujours simultanément dans ce double registre. C'est ce que quelqu'un comme Javier Milei en Argentine a bien compris. Pour mobiliser, eh bien, il va reprendre à son compte un terme qui jusqu'alors n'était
quasiment pas présent en Argentine, qui est celui de wokisme. Donc, pour différencier le moment incarné par le Vatican, que j'ai qualifié de réactionnaire, de ce moment qu'on a parfois appelé populiste, où il y a à la fois le côté anti-genre et le côté anti-race et l'anti-intellectualisme et une version nationaliste blanche, eh bien, pour penser tout cela, pour ma part, je parle de néofascisme. Je crois que nous sommes dans un moment néofasciste du néolibéralisme. C'est cela qu'à mon sens, il faut essayer de comprendre, de prendre au sérieux, c'est que ce n'est plus seulement un mouvement conservateur, ce n'est plus seulement un mouvement réactionnaire, c'est un mouvement néofasciste. On comprend dès lors pourquoi le concept de genre est aussi gênant, aussi troublant. Ça n'est pas parce que, à cause des études de genre, on aurait enfin fini plutôt qu'avec les études de genre, on aurait finalement commencé à dire que l'ordre sexuel est politique. L'ordre sexuel a toujours déjà été un ordre politique. Après tout, le mariage, c'est une institution d'État. Donc l'État organise la vie intime. L'État définit qui est l'enfant de qui. L'État définit si et à quelles conditions on peut accéder à la contraception, à quelles conditions on peut accéder à l'avortement, à quelles conditions on peut accéder au changement de sexe, etc. C'est l'État qui définit depuis toujours le viol. Bien sûr, les définitions peuvent changer. Et on voit par exemple que l'introduction du viol conjugal est en quelque sorte une révolution, puisque ça veut dire que le viol, ça n'est pas seulement quelque chose qui se passe à l'extérieur, mais qui peut se passer à l'intérieur du couple et de la famille. Donc l'État s'est toujours mêlé de l'ordre sexuel. Simplement, il ne s'en mêle pas toujours de la même manière. Il peut changer sa définition du viol. Il peut changer sa définition du mariage. Il me semble donc qu'il est important de ne pas avoir l'illusion qu'avant, on faisait ce qu'on voulait et que l'État nous laissait tranquilles. L'État ne nous a jamais laissés tranquilles. L'État a toujours déjà été là. Je ne remonte pas jusqu'à la préhistoire, bien sûr, mais je veux dire qu'on n'a pas attendu les études de genre ou on n'a pas attendu même le féminisme pour que l'État se mêle de l'ordre sexuel. Donc, c'est une première vision des choses qu'il faut combattre, c'est l'idée qu'avant, on faisait ce qu'on voulait et maintenant, l'État nous embête. L'État nous contraindrait à vivre d'une certaine manière. Mais l'inverse n'est pas vrai non plus. Il y a souvent une inquiétude conservatrice. Disons que la première, on pourrait dire qu'elle est libertarienne, et la seconde, on pourrait dire qu'elle est conservatrice. L'inquiétude conservatrice, c'est de dire, avant, il y avait des normes. Maintenant, il n'y a plus de normes. Finalement, c'est l'individualisme, l'hédonisme, les gens font ce qu'ils veulent, ça n'a rien à voir avec le bon vieux temps où, grâce aux traditions, eh bien, il y avait des normes sociales. Je crois que c'est tout à fait faux. C'est simplement que les normes ne sont plus les mêmes. Par exemple, on voit bien que la sexualité chez les enfants, les normes sont aujourd'hui beaucoup plus contraignantes qu'elles ne l'étaient pour des générations antérieures. C'est-à-dire que nous sommes collectivement horrifiés par certaines choses qui manifestement n'empêchaient pas de dormir dans des générations précédentes. Donc ce n'est pas que les normes ont disparu, c'est qu'elles ne s'appliquent pas de la même manière. Et puisque je viens de prendre l'exemple du viol conjugal, on pourrait aussi penser plus généralement aux questions de harcèlement sexuel. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que des nouvelles générations ont dit non, non, mais les normes du consentement, elles doivent être précisées. Et tout ce qui se passe autour de MeToo peut se comprendre dans ce contexte-là. Donc je crois que nous avons
deux écueils à éviter. L'un, selon lequel, eh bien, on croirait que l'État ne devrait pas se mêler de l'ordre sexuel et qu'il est récent qu'il s'en mêle. C'est faux. Et l'autre écueil, c'est l'idée que avant il y avait des normes et maintenant il n'y en a plus. C'est également faux. Donc, je crois qu'il est très important de comprendre que la seule bataille, c'est de savoir quel rôle voulons-nous que l'État joue et aussi quelles euh, normes voulons-nous aujourd'hui, à partir de quelles valeurs. Et en particulier, il me semble que la bataille, c'est de savoir, est-ce qu'on veut véritablement qu'il y ait de la liberté, qu'il y ait de l'égalité dans notre définition de l'ordre sexuel. Et je dirais une dernière chose pour terminer. Il y a une inquiétude réactionnaire, antiféministe, qui est très ancienne, qui est la peur que si on commence à poser des questions de liberté et d'égalité dans la sexualité, eh bien, c'en soit fini du désir. Autrement dit, les féministes rabat-joie nous priveraient de la jouissance hétérosexuelle heureuse. En réalité, on voit bien que c'est une vision du monde qui est construite à partir de l'idée qu'il n'y aurait que des hommes hétérosexuels et que les femmes ne seraient en quelque sorte que les récipiendaires de ce désir. Mais de manière plus décisive, à mon sens, la question c'est qu'est-ce qui est désirable? Est-ce que le désir, il préexiste à toute contrainte politique ou est-ce qu'il se construit à l'intérieur de la politique? C'est-à-dire, est-ce que le désir, il est forcément archaïque, pré-politique, ou bien est-ce que le désir, il est forcément traversé par la politique? C'est-à-dire, qui désirons-nous? Comment désirons-nous? Je crois que ça, c'est une bataille qu'il est très important de porter aujourd'hui. Qu'est-ce qui est désirable? Qui est désirable? Selon quel principe? C'est pas simplement des décisions a priori, mais en fait, c'est une transformation dans la nature même du désir qui est l'enjeu de toutes ces batailles politiques. Que nous dit Donald Trump? Le fait de se vanter d'agresser les femmes, eh bien, il considère que c'est désirable. Et il est validé par une partie de ses électeurs, y compris de ses électrices, qui considèrent que c'est une forme de masculinité pour laquelle on pourrait avoir de la nostalgie. Make America Great Again, c'est-à-dire à nouveau. Ça, c'est une vision de ce qu'elle désire et qui est manifestement désirée par un certain nombre de gens. Mais il est très important de revendiquer qu'on peut désirer autre chose, on peut désirer autrement. On peut, par exemple, trouver désirable à l'intérieur même de rapports hétérosexuels des rapports égalitaires. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que ce soit la réalité, mais on peut penser que c'est ça qui, pour une partie des gens, est désirable. Je crois que on a intérêt à réfléchir à toutes ces questions, non pas en considérant qu'il y aurait un ordre sexuel pré-politique et ensuite l'intervention de la politique. L'ordre sexuel est toujours déjà politique et c'est à nous d'en tirer les conséquences aujourd'hui. Je m'arrête ici pour qu'on ait le temps pour la discussion. Je pense que, encore une fois, l'ordre sexuel, il est toujours politique. Il n'y a pas de manière neutre de parler du monde en général, mais du monde sexuel en particulier. Et l'État, il n'est pas neutre. L'État intervient constamment. L'État intervient, par exemple, avec des politiques en faveur de l'égalité dans certains cas. Bien sûr, ça c'est une version optimiste parce que l'État peut avoir un rôle également qui contribue à l'inégalité. Mais l'État n'est pas neutre. Donc la neutralité, euh, évidemment, ça voudrait simplement dire qu'on ne parle pas de tout ça, qu'on ne parle pas de questions sexuelles, parce que c'est le seul moyen d'être neutre puisqu'il n'y a pas de discours neutre sur le sexe.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, au fond, les gens qui protestent en invoquant la neutralité, soit ils voudraient que ce soit eux qui définissent l'enseignement. Par exemple, c'est ce qui peut se passer souvent dans des cadres d'enseignement privé. Mais l'autre possibilité, c'est qu'ils considèrent que ça doit être laissé à la famille. Donc, ils demandent à l'État de rester hors jeu. Ça peut se défendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont l'impression que les valeurs mises en avant par l'État ne sont pas leurs valeurs. Oui, mais l'État, il est quand même, en principe, dans des sociétés démocratiques, défini par, en partie, des élections qui mènent à des lois, etc. Donc, je pense que c'est un refus de la démocratie, c'est-à-dire c'est une volonté de faire en sorte que ce ne soit pas la puissance publique, c'est-à-dire aussi les élus, qui définissent le programme scolaire, mais que ce soit les familles. Simplement, considérer que la politique, ça doit être laissé à la famille, eh bien, ça n'est pas exactement ça, la démocratie. La démocratie, c'est un espace commun où il y a des batailles pour définir l'ordre social en général et l'ordre sexuel en particulier. Donc je crois qu'il faut refuser l'idée que ce serait militant. C'est pas militant au service d'un groupe qui serait je ne sais quel lobby LGBT par exemple. Non, c'est l'État. Et l'État n'est pas neutre. L'État est engagé, ce qui n'est pas la même chose. L'État est engagé, en principe, même si ça n'est pas toujours le cas, en faveur de valeurs démocratiques. Donc refuser au nom de la neutralité, c'est dire on ne veut pas que vous mettiez de la démocratie dans l'éducation. Alors c'est une discussion actuellement enfin, depuis un certain nombre d'années, c'est est-ce qu'il faut parler aux fascistes, est-ce qu'il faut parler aux homophobes, est-ce qu'il faut parler aux transphobes, est-ce qu'il faut parler aux sexistes, etc., aux racistes. Bon. Pour ma part, euh, je pense que il y a une illusion actuelle. Enfin, nous vivons dans un monde qui n'est plus un monde libéral. Peut-être était-ce une illusion de croire que ce monde était libéral il y a quelques années, mais qu'est-ce que j'entends par là? Pour ma part, j'ai beaucoup participé à des discussions publiques, entre autres dans les médias, mais pas uniquement, euh, justement avec l'idée qu'il fallait discuter avec tout le monde pour essayer de faire entendre des choses, etc. Mais premièrement, je savais bien déjà à l'époque que si on se retrouve sur un plateau de télévision ou dans un studio de radio et qu'on débat avec quelqu'un, on ne va pas convaincre la personne. Ce qu'on peut espérer, c'est convaincre des personnes qui écoutent et dont l'opinion n'est pas entièrement formée. Mais évidemment, je ne vais pas non plus me laisser convaincre par quelqu'un qui viendrait m'expliquer que finalement, c'est mieux qu'il y ait moins de droits pour les homosexuels ou je ne sais quoi. Donc, il n'y a pas de raison de penser que les personnes avec qui je pourrais débattre seraient, elles, plus susceptibles de changer d'avis simplement éclairées par mes lumières. Je n'y crois pas. Mais il y a autre chose, c'est que, en fait, les conditions du débat public, et là, je ne parle plus seulement des interactions privées, mais les conditions du débat public, eh bien, elles ont changé. C'est-à-dire que nous vivons à un moment où, par exemple, et c'est justement avec les offensives anti-genre que j'ai pu le constater, où dans les médias, on voit, par exemple, être invité parce que ça fait 20 ans ou 30 ans qu'on travaille dans le champ des études de genre face à quelqu'un dont la seule compétence sur le sujet est d'avoir publié une tribune dans le Figaro. Ça dit quelque chose sur l'illusion entretenue par beaucoup de médias de continuer d'organiser des débats sans réfléchir au fait que si les gens disent n'importe quoi, c'est plus un débat. En particulier, c'est ce qu'on voit depuis des années avec les attaques anti-woke, etc. On a face à soi des gens qui racontent n'importe quoi. Donc, à mon sens, on ne peut pas discuter avec des gens qui racontent n'importe quoi. C'est une illusion du débat, ça n'est pas le débat.
Donc, de manière générale, j'ai tendance à penser aujourd'hui que, on ne va pas convaincre des personnes racistes, homophobes, sexistes, etc. On peut convaincre des personnes qui n'ont pas encore tout à fait arrêté leur vision du monde, qui n'ont pas fixé les choses, mais c'est pas en allant discuter avec des manifestants d'extrême droite que finalement tout le monde va se tomber dans les bras en disant finalement je ne savais pas, mais vous aviez raison, etc. J'ai bien peur que ça ne marche pas comme ça. Mais je crois qu'on doit continuer de produire des arguments, qu'on doit essayer de produire des informations, qu'on doit, etc. Simplement, c'est pas exactement à ces personnes-là que ça s'adresse. Merci pour cette question parce que ça me permet d'éviter peut-être un malentendu autour de ce que j'entends par anti-intellectualisme. C'est quelque chose sur quoi j'ai écrit, mais là que je n'ai pas détaillé. En fait, il y a ce que j'appelle en anglais, ce serait sociological fallacy ou une erreur sociologique. L'erreur sociologique, ce serait de croire que l'anti-intellectualisme oppose un camp qui serait des non-intellectuels à un camp qui serait des intellectuels. Un camp qui serait des gens sans diplôme à l'autre qui serait des gens diplômés, etc. Je le dis rapidement, mais ça n'est pas comme ça que ça marche. Y compris lorsqu'on nous explique qu'aux États-Unis, c'est les non-diplômés qui votent d'un côté et les diplômés qui votent de l'autre. En fait, c'est beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire que dès qu'on introduit le critère de race, on s'aperçoit que c'est les blancs non diplômés et non pas les non diplômés, puisqu'il n'y a pas de différence parmi les électeurs aux États-Unis dans le vote entre les noirs non diplômés et les noirs diplômés. Donc le critère diplômé, pas diplômé ou intellectuel, pas intellectuel est une illusion. Effectivement, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des personnes qui sont des intellectuels et qui sont des piliers de l'anti-intellectualisme. Mais ça a toujours été le cas. Le mot intellectuel, il a été forgé en France et en français au moment de l'affaire Dreyfus, comme une insulte pour disqualifier les Dreyfusards et les intellectuels Dreyfusards. Donc ça a toujours déjà été de l'anti-intellectualisme. Mais qui est-ce qui les disqualifiait? D'autres intellectuels. Donc en fait, ça n'est pas qu'il y aurait d'un côté des arguments intellectuels et de l'autre pas. C'est que l'anti-intellectualisme, c'est le fait de disqualifier la fonction même intellectuelle et la disqualifier, par exemple, en se prenant aux universitaires, en se prenant à des champs d'études. Il est tout à fait remarquable que on puisse considérer que des gens peuvent intervenir pour dire qu'un champ d'études, c'est pas bien. Imagine-t-on quelqu'un qui dirait la physique nucléaire, non, c'est nul. Ou la biologie moléculaire, ou je ne sais quoi, c'est nul. C'est ce qui se passe actuellement pour des champs d'études, tels que les études de genre, les études critiques sur la race, etc., que les gens ne connaissent pas. Au fond, une des spécificités du travail universitaire, c'est que on est jugé par ses pairs, c'est-à-dire par les personnes qui sont des collègues en quelque sorte. Et donc, si on dit n'importe quoi, on peut avoir des rappels à l'ordre, etc. Mais il est très important de ne pas croire que n'importe qui peut dire ça c'est bien, ça c'est pas bien sur n'importe quel sujet. Parce que cet anti-intellectualisme-là, ça donne, par exemple, les théories hasardeuses, dites conspirationnistes sur les vaccins ou sur le climat, ou etc. Euh, donc je pense que oui, il y a des intellectuels qui vont se donner l'apparence de compétences, etc. Mais moi, ce qui me frappe, pour prendre l'exemple des gens mobilisés euh, contre le traitement de mineurs trans, que ce soit en Angleterre, en France, etc., bah, quelle est la compétence de J.K. Rowling sur ce sujet? Euh, il est possible que je sois plus compétent qu'elle. Je ne veux pas dire que je sois très compétent sur le sujet, parce que ça demande tout un travail, etc. Je suis beaucoup plus compétent sur les attaques contre les mineurs trans, etc. Je prétends pas connaître, mais quand même, j'en connais peut-être même moi plus qu'elle. Bon. Mais si on prend, alors on va dire Céline Masson et d'autres, on se dit, ah bah oui, mais là, c'est des gens, c'est leur métier. Oui, mais c'est leur métier, mais où sont leurs patients trans?
C'est leur métier, la psychologie. C'est comme, bien sûr, je suis sociologue, mais est-ce que ça me donne une compétence pour dire de manière péremptoire ce qu'il en est de la société dans tous les domaines? Est-ce que, par exemple, je ne sais pas s'il y avait une discussion sur un revenu universel, c'est une question très importante, mais est-ce que ça me donne une compétence? Ben, malheureusement, non. Je suis tout à fait d'accord que c'est une question importante. Je suis tout à fait d'accord que c'est une question que j'aurais intérêt à mieux connaître. Oui, mais voilà, on n'est pas compétent sur tout. Donc, c'est une maçon. Quelle est sa compétence sur les questions trans? Bah, en fait, quand on regarde ce qui a été produit par la petite sirène, on s'aperçoit que là encore, il y a à peu près rien. Les textes qui ont été produits, enfin, c'est très très léger. Il y a quasiment pas d'informations, ce sont des informations largement reprises de campagnes qui existent en anglais, etc. Donc je crois que il y a une manière de faire illusion. Et je vois qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des tas de gens qui vont signer sur tel et tel sujet, sur etc. Je ne dis pas que sur tous les sujets, il faudrait avoir des compétences. Il est tout à fait légitime en démocratie d'intervenir en fonction de ses valeurs. Donc, je ne considère pas que seuls les gens compétents, que seuls les experts devraient parler. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais quand on veut parler d'un champ de recherche, là, il me semble qu'il est important d'avoir des compétences. Il est très bien qu'on ne me demande pas mon avis sur l'origine du Covid. Alors oui, j'ai été très intéressé du fait que Gisèle Pellicot a repris ce terme pour parler de la société dans laquelle nous vivons. Vous savez, le procès de Bazan et donc Gisèle Pellicot qui a dénoncé une société patriarcale, un terme qui n'est plus très à la mode, pour le dire comme ça, et en fait qui n'a pas fait sursauter quand elle l'a utilisé, c'est-à-dire que tout le monde a très bien compris de quoi elle parlait. Alors, pour ma part, j'utilise peu ce terme, non pas que je le récuse, mais parce que ce qui m'intéresse, ça n'est pas quelque chose qui aurait toujours déjà été là, mais c'est quelque chose qui est en train de prendre forme actuellement. C'est-à-dire que, y compris pour le procès de Mazan, la question qui m'intéressait, c'était pas, mais je ne veux pas dire bien sûr que ce soit la seule question intéressante, mais la question où j'avais l'impression qu'il y avait peut-être quelque chose à penser qui n'était pas encore entièrement pensé, c'est le fait qu'il y a du nouveau. Donc ça n'est pas l'éternelle répétition de la même chose depuis toujours. Bien sûr, il y a du patriarcat. Bien sûr, il y a de la domination masculine. De même que tout à l'heure je le disais, oui, bien sûr, il y a de l'homophobie. Mais ce que j'essayais de comprendre, par exemple, pour les, les, les viols à répétition subis par Gisèle Pellicot, ce que j'essayais de comprendre, c'est pourquoi aujourd'hui on passe par la soumission chimique. Et mon hypothèse, c'est que c'était un signe paradoxal, pervers, si je puis dire, d'une forme d'émancipation, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas la soumission chimique, eh bien, on- ça ne se ferait pas. Donc, c'était paradoxalement, à mon sens, le signe d'une évolution positive, le signe inversé d'une évolution positive, c'est-à-dire que, au fond, si les femmes ont plus la parole, et si on ne peut pas simplement leur imposer une violence ouverte, eh bien la soumission chimique est une manière de les remettre à leur place. C'est ce qui s'était passé pour elle. Donc en fait, ça n'était pas une faible femme, c'était une forte femme. Et pour la remettre à sa place, comme l'a bien dit euh, Monsieur Pellicot lui-même, eh bien il s'agissait de la remettre à sa place, de la rabaisser, etc. Et on l'a vu. Donc oui, c'est le patriarcat, mais pour ma part, j'ai toujours été intéressé par le fait que, il y a deux logiques dans la domination masculine. L'une qui est le sentiment de toute puissance, et ça n'est pas nouveau. Et l'autre, et qui me paraît important de penser aujourd'hui, c'est un sentiment d'impuissance, c'est-à-dire des violences masculines qui peuvent être l'effet d'un sentiment que les femmes échappent. C'est ce qui fait que, par exemple, c'est au moment où une femme va quitter son conjoint qu'il est susceptible davantage, plus fréquemment, de la frapper. Euh, c'est donc non pas l'omnipotence, je fais ce que je veux, mais
elle fait ce qu'elle veut, et donc la violence intervient d'une manière très différente. Donc pour ma part, je ne veux pas dire, bien entendu, qu'il ne faille pas, enfin qu'il faille évacuer l'idée même de patriarcat. Euh, je pense qu'elle est entièrement valide, mais que là où il y a quelque chose à penser, c'est dans le fait que ça bouge. Et que par exemple, la réaction anti-genre aujourd'hui, c'est bien parce que ça bouge. Le fait que, par exemple, il y a une très grande inquiétude sur ce qui se passe autour des personnes trans, enfin une très grande inquiétude politique, euh, eh bien, ça veut bien dire qu'il se passe quelque chose. Ça veut dire que, en fait, c'est une question qui n'existait même pas politiquement il y a quelques années, ou qui existait seulement dans des cercles féministes restreints. Donc, je crois que il ne faut surtout pas dire on en a fini avec le patriarcat. Ça n'est nullement ce que je veux dire. Mais en revanche, dire que même le patriarcat, il a une histoire, et une histoire dont nous avons intérêt à penser les mutations, c'est-à-dire nous avons intérêt à penser l'actualité de ce qui est en train de nous arriver. C'est la raison pour laquelle, par exemple, je souligne que c'est pas la même chose de s'en prendre aux droits reproductifs et aux droits des minorités sexuelles, comme c'est le cas depuis très longtemps, et d'y ajouter aujourd'hui la question du genre, c'est-à-dire des savoirs sur l'ordre sexuel. Je crois que ça introduit une modification et qu'on a intérêt à penser cette mutation. Vaste question et j'ai bien sûr pas de si bonne réponse que ça, mais je vais quand même essayer de répondre puisque je suis là. Donc je vais essayer de jouer le jeu. Euh, la première chose que je dirais, c'est que ça n'est pas surprenant. Je ne suis pas surpris en tout cas, puisque ces questions ont acquis une certaine centralité dans le débat politique. Nul n'ignore aujourd'hui que ces questions sont politiques, qu'elles sont au cœur de la bataille politique. Et pas seulement aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'est pas surprenant que des personnes qui sont impliquées dans leur pratique militante et professionnelle pour une version progressiste de la démocratie sexuelle, on va dire, c'est-à-dire qui essaie d'accroître la liberté et l'égalité, eh bien, je ne suis malheureusement pas surpris qu'elle soit attaquée ou qu'elle puisse être en but à de l'hostilité, etc. Pour être franc, je le sais à la première personne pour moi-même depuis longtemps. Donc, je ne veux pas minimiser, bien sûr, la difficulté que ça peut représenter pour beaucoup d'entre vous. Je crois qu'il est donc important d'essayer de se protéger il est bien de pouvoir en parler, il est bien, enfin bref, je crois qu'il faut prendre ça au sérieux comme une difficulté professionnelle, comme une difficulté militante. Euh, En même temps, j'ai envie d'avoir un discours qui ne soit pas purement déprimant. Et donc, je voudrais dire que même si c'est difficile, il faut y voir aussi une forme de reconnaissance paradoxale de l'importance de ce travail. En fait, lorsque personne ne trouve rien à redire à ce qu'on fait, c'est peut-être que on ne touche à rien euh, qui ait des effets sur le monde. Donc, l'hostilité que nous pouvons rencontrer, je me permets de m'inclure là-dedans, les difficultés, les polémiques, les controverses, les attaques, et même les menaces, etc., il faut aussi les prendre comme des formes de reconnaissance. Ce qui nous est dit, c'est que ce que nous faisons est important et que ça a des conséquences. C'est bien pour ça qu'on nous attaque. Ça ne rend certainement pas les choses plus agréables pour quiconque, et en particulier pour les personnes qui, parmi vous, peuvent subir ces attaques, donc je ne veux pas le minimiser,
Mais après tout, c'est aussi un choix, j'imagine, que vous faites. Comme c'est un choix que je fais, euh, eh bien, les gens qui nous attaquent ne se trompent pas. Le monde change et, euh, et nous n'y sommes pas pour rien collectivement. Donc, alors comment faire ensuite à l'école? Oui, bien sûr, l'école ne dit pas la même chose que les familles, mais c'est très bien ainsi. Il est normal qu'il n'y ait pas un monopole de l'État. Je ne souhaiterais pas qu'on vive dans une société où l'État définirait tout, où la puissance publique, bien sûr, c'est pas seulement l'État, hein, ça peut être au niveau régional ou local, ou etc. Mais donc, ça, c'est une bonne chose. Simplement, je ne voudrais pas non plus d'un monde où il n'y aurait que la famille. La famille, c'est aussi un lieu de domination. Donc il est très important que l'école soit la confrontation entre deux mondes, le monde de la famille et un monde public qui n'est pas déterminé par la famille. C'est dans la tension entre les deux que se fait l'éducation. Donc je crois qu'on ne peut pas espérer supprimer cette tension, simplement, en fait, on maximise les possibilités pour des enfants d'avoir un peu de liberté parce qu'ils vont entendre des choses différentes à la maison et à l'école. Ça leur donne un peu de liberté. Et après tout, c'est ça, me semble-t-il, le but de l'éducation. C'est vrai aussi à mon niveau, à l'université, bah, je suis bien conscient que les étudiantes et étudiants entendent des tas de choses différentes dans le monde social en général, à l'université, mais aussi à l'université selon les profs, etc. Oui, mais c'est comme ça qu'on se forge une forme d'autonomie, c'est en écoutant les uns et les autres et en décidant ou en construisant petit à petit ce qu'on pense et ce qu'on veut, etc. Donc je pense qu'en démocratie, c'est comme ça que ça se passe. Effectivement, on va devoir clôturer les échanges pour libérer celles et ceux qui doivent partir. On sait qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions et on est vraiment désolé, mais on vous remercie beaucoup pour votre présence et votre participation. Et merci aussi à Eric Fassin pour son intervention éclairante. On était vraiment chanceux et chanceuses de l'avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Avant de partir, on vous demande de prendre 2 petites minutes pour remplir le questionnaire d'évaluation. Vous avez le QR code qui s'affiche normalement sur vos écrans et on va vous mettre le lien aussi directement dans le chat. C'est pour nous vraiment une aide précieuse pour organiser les prochains événements. On a vraiment hâte de vous retrouver lors des différents séminaires du cycle Résiste, organisés pour les travailleuses des centres de planning familial. Le premier aura lieu à Bruxelles le 17 juin prochain et il portera sur les droits des personnes trans à l'épreuve des courants réactionnaires. Il sera notamment question des réalités de l'accompagnement des mineurs trans, des tenants de la transphobie et du droit à l'autodétermination. D'autres séminaires suivront sur les VRAS et le droit à l'avortement notamment. Donc on vous remercie encore une fois. Merci à toutes et à tous et une très très belle journée à tout le monde. Et bon courage.